va peut-être, avant de présenter les conférenciers, faire un tout petit mot d'introduction parce que on est vraiment ravis de cette soirée, ravis de vous avoir ici à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage. Moi, donc, je suis Pablo Loas et je suis le directeur de cette école. Et Frédéric Aliro, qui est ici à ma gauche et qui va venir se rapprocher de moi, est quelqu'un qui nous aide à vraiment entamer un nouveau chantier très important pour l'école, dont la vocation, effectivement, d'école nationale supérieure d'architecture et de paysage est d'abord de former en formation initiale des architectes, des paysagistes et dans une formation semi-initiale qui est l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre, donc les spécialistes des domaines d'architecture de paysage. Et aussi on coopère avec l'IAUGL, donc l'Institut de géographie de l'université, un master en urbanisme alternatif. Et donc je vous dresse ce bref tableau pour insister sur le fait que cette nouvelle vocation qu'on se donne grâce à la présence de Frédéric, qui nous est d'ailleurs dépêché par l'Université de Lille, dont nous sommes un établissement composant, c'est un chantier, je trouve, extraordinairement prometteur, intéressant, en lui-même et pour ce qu'il peut faire à la formation initiale, parce que la formation initiale, elle est tributaire de quand même toute une série de règles, parfois un peu lourdes, qui font que l'évolution de la maquette d'enseignement, elle est pas si facile à faire que ça. Et la formation continuée, pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, elle est beaucoup plus souple, à la fois dans les formats d'enseignement, elle est plus souple même dans les horaires, elle est aussi beaucoup plus souple dans qui peut donner cours. Dans les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage, on a des procédures de sélection des enseignants qui sont extrêmement importantes, lourdes, dures, nécessaires, mais en même temps qui nous coupent de toute une série de spécialistes, d'experts, de praticiens de différents champs qui pourraient ne pas avoir assez d'heures que pour tenir un temps plein ou un mi-temps dans une école. Et donc, c'est très intéressant aussi, ces formations continuées, parce que les formateurs eux-mêmes proviennent d'horizons plus divers que ce qu'on peut connaître dans l'enseignement, dans la formation initiale. Ce qui est aussi réjouissant, et je trouve que l'auditoire d'aujourd'hui l'explique, le montre parfaitement, c'est aussi le mélange des publics. Certes, dans notre formation initiale, on est déjà très ouvert avec des publics quand même très variés, mais c'est encore plus varié avec vous, et je ne parle pas que de l'âge, je ne parle pas que de l'origine professionnelle, mais c'est aussi, je trouve, extrêmement réjouissant de pouvoir faire en sorte que l'école ne se limite pas à former, même si c'est fondamental et important et qu'on essaie de le faire le mieux possible, les jeunes spécialistes de nos disciplines, mais c'est de voir des publics encore plus variés fouler les portes, le sol de notre école. Et donc, très chouette aussi le mélange entre des étudiants tout jeunes, des gens plus expérimentés, c'est extra. Et donc, ces formations continues, elles ont aussi cette vocation, cette ambition, et aussi de faire en sorte, oui, que l'école n'apparaisse plus comme une sorte comme ça de monolithe un peu forteresse et uniquement consacrée à la formation initiale, mais au contraire, ouverte sur la formation tout au long de la vie, parce qu'on se rend compte tous, je crois, tout le temps, qu'on n'est plus du tout déterminé toute sa vie par ce qu'on a fait comme études, même études supérieures, et donc que c'est l'opportunité de changer, varier, découvrir, sans même que ça ait une vocation métier, mais de découvrir de nouvelles disciplines. Et on est là aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis particulièrement vraiment ravi qu'on commence par cette question à la fois très présente dans l'architecture, le paysage et l'urbanisme, et en même temps pas du tout présente, qui est cette question ou cette dimension de la lumière. Et donc, on est ravis, puisque voilà, ça ne peut pas encore trouver de place exactement dans la maquette de formation initiale, de pouvoir tester ce que la lumière naturelle, la lumière artificielle peut faire à la petite échelle, quasi de la scénographie, jusqu'à la grande échelle du paysage. Et il n'y a pas du tout de hiérarchie là-dedans, mais c'est des échelles du projet différentes. Eh bien, de pouvoir commencer ce cycle ou cette idée de formation continuée par cette question de la lumière, moi, me tient particulièrement à cœur, parce que je vous dis, c'est
peu présent dans la formation initiale et donc ça a toute sa place dans cette formation continuée. Nous avons la chance de pouvoir entendre aujourd'hui deux personnalités qui, en plus, ont dans leur domaine apporté quand même pas mal de choses et de nouveautés, d'originalité, et ont aidé à renouveler le genre de la lumière à l'échelle de la ville et plutôt à l'échelle de l'architecture et même, oui, de la muséographie, de la scénographie. Et donc, c'est Isabelle Corten et François Mijon qui nous font le plaisir d'être là et qui nous ont fait le plaisir aussi de travailler avec nous à cette maquette de formation continue par ou pour la lumière. Et donc, ils vont détailler leur point de vue là-dessus, donc je ne vais pas non plus dévoiler trop de choses, mais l'exigence qu'ils ont dans leurs expertises et dans leurs pratiques professionnelles, particulièrement peut-être pour Isabelle, que je connais depuis plus longtemps, et qui est quand même de concevoir la ville la nuit d'une manière tout à fait novatrice. Et elle a été une des premières à mettre en place, par exemple, des marches d'exploration urbaine et avec les habitants. Et c'est aussi ça qui est très important, c'est la manière qu'on a de considérer les disciplines et la lumière, à toutes ces échelles, je le rappelle, d'une manière expérimentale, d'une manière nouvelle, pour que quand vous venez suivre des enseignements ici, ou que même certains d'entre vous peut-être donneront des enseignements ici, eh bien, on soit certain qu'on est à découvrir les choses les plus à la pointe. Et donc, on est particulièrement ravis, et merci beaucoup à tous les deux et de cette collaboration, parce que ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on travaille à ce programme, avec Frédéric, que je remercie aussi très très vivement. Et donc, vous aussi, je vous remercie de vous être intéressé à ça. Et donc, je vais maintenant, après cette peut-être trop longue intro, je ne sais pas si Frédéric, tu veux ajouter quelque chose, vous céder la parole, François et Isabelle, pour nous faire passer nous partager aussi vos passions, parce que c'est aussi une affaire, la formation, l'enseignement, ça doit être heureux, joyeux et passionnant. Merci beaucoup. Belle introduction. Alors, la première des questions, c'est qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous? Bon, on verra plus tard peut-être, on va pas tout de suite voir ces questions-là. Donc, vous les avez en vrai, hein. C'est pas mal non plus. On va passer. Alors, qui sommes-nous et d'où l'on vient? Pour ma part, j'ai fait des études d'art appliqué. J'ai donc commencé par un BTS de plasticien, donc sans rapport à la lumière. Par contre, un rapport à l'environnement extérieur et intérieur, au volume, une sensibilisation à l'espace. C'est une chose tout à fait importante pour pouvoir aborder ce métier. De plasticien, j'ai commencé à faire des murs peints dans la ville, l'art urbain, puis des sculptures urbaines. Et petit à petit, les sculptures urbaines ont commencé à s'éclairer. Alors, ce qui est intéressant, c'est le passage quand on parle de sculpture, c'est quelque chose, c'est du dur, j'allais dire. C'est de la matière, c'est une matière réelle, une matière dans laquelle on vient graver, chatouiller des fois quand elle est tendre ou tailler fortement quand elle est dure. Et le fait de commencer à travailler la lumière pour faire vivre la matière, pour la faire vibrer, c'est passer de cette matière à l'immatériel, donc à la matière de la lumière. Et c'est un grand saut quand même dans l'appréciation et dans l'approche de ce métier. Donc, passage à la lumière de plus en plus, et puis la lumière prend le dessus, elle devient majeure dans mon travail. Et en 2007, je fonde une agence. J'avais déjà une agence avant de plasticien, mais je fonde une agence avec un autre concepteur lumière qui s'appelle Georges Berne, qui s'appelle 8-18, en entier dans le texte, c'est 8 minutes 18 secondes. Pourquoi 8 minutes 18 secondes? C'est le temps que met un photon pour aller du Soleil à la Terre.
Donc on parle bien de lumière et de temps. Très intéressant parce que ça pourra aborder la temporalité peut-être tout à l'heure. Donc je fonde cette agence en 2007. Aujourd'hui, elle est basée à Paris, à Marseille, un tout petit point à Shanghai et on ouvre en ce moment une agence à Madrid. Donc on est sur plusieurs endroits d'agence. On est une vingtaine de personnes. Alors à savoir que 20 personnes, c'est une petite agence si on compare à des agences d'architecture ou de paysage, mais pour la lumière, c'est une belle agence, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de très grosses agences, on en trouve dans d'autres pays, mais on en parlera tout à l'heure quand je vous expliquerai ce que c'est réellement le métier de concepteur lumière. Donc là, vous avez une page de tous les projets que l'on peut faire dans notre métier. Vous avez aussi des personnages, parce que la composition d'une agence est assez proche d'une agence d'architecture ou d'une agence de paysagiste. On est 5 associés et 6 concepteurs lumière. Bon, la différence, pourquoi? Parce que dans les associés, il y en a qui sont de l'administratif. Dans les concepteurs lumière, 6 personnes qui génèrent le projet et qui développent le projet. Des projets très variés de tout type, intérieur, extérieur, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, donc, je vais donner la parole un peu à Isabelle pour savoir aussi, elle, ce qu'elle fait dans son agence, comment elle développe ses projets. Merci François. En fait, moi aussi, mon parcours est un peu différent de celui de François et ça permet de montrer que dans le métier, on arrive d'horizons différents. Moi, je suis de formation architecte et d'ailleurs, j'ai étudié avec Pablo, c'est pour ça qu'il me connaît depuis longtemps. Et puis, j'ai commencé à travailler dans l'architecture classique, donc pas du tout, j'étais pas du tout dans le domaine de la lumière. Et puis, je suis arrivée dans une agence un peu plus grande parce que j'ai commencé dans des toutes petites agences où on était 3-4 personnes. Puis, je suis passée à une autre agence qui travaille sur la notion de l'échelle de la ville. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a intéressée, l'échelle de la ville et l'échelle de l'éclairage. Et j'ai décidé d'approfondir ce thème-là, notamment en reprenant des études en master en urbanisme que j'ai commencé en 99. Et puis, après fondant ma propre société qui s'appelle Radiance 35 en 2001, je l'ai fondée avant toi, je viens de me rendre compte. Et donc, on est une agence belge qui est basée à Bruxelles et Liège. Et on travaille essentiellement parce que je suis quelque part tombée amoureuse de la ville en faisant ces études et en travaillant dans des projets urbains. Et donc, nous, on travaille essentiellement dans des projets urbains, que ça soit des projets plutôt d'urbanisme lumière comme les plans lumière ou des projets de mise en lumière comme celui de la Grand Place de Bruxelles ou d'autres, mais aussi, comme l'a dit Pablo, et je vais l'expliquer dans des projets qui sont des exemples, des projets plus sur la cohésion sociale et sur la participation pour comprendre un petit peu plus comment les usagers vivent leur environnement la nuit. Alors, ce métier, tu nous expliques... Ça marche? Oui. Ah oui. Tu nous expliques un petit peu une journée de concepteur lumière ou de conceptrice lumière. Alors, on reviendra aussi, je pourrais dire éclairagiste, conceptrice. Bon, ça c'est encore de la sémantique sur laquelle on pourra revenir un peu plus tard. La journée type, on va dire. Alors, on a voulu faire ce petit exercice d'une journée type de conceptrice lumière, pour moi en l'occurrence, pour voir un peu quelle était la différence, puisque j'ai été et je suis toujours architecte, mais il y a quand même des différences dans la manière dont se déroule une journée. Une chose qui est pareille, c'est vous allez voir le café qui parcourt, qui rythme la journée tout au long. Donc, ça commence par un café. Alors, moi, je suis une sportive aussi, donc ça commence par, si je peux, par une course pour me mettre en forme. Et puis, un travail en agence. Donc, ça, c'est similaire au travail d'architecture. Donc, un travail sur les plans qui sont d'ailleurs aussi avec les mêmes logiciels que l'architecture. De nouveau, un café.
Alors le voyage, c'est aussi quelque chose qui est particulier du métier de concepteur et de conceptrice lumière, c'est-à-dire que comme on a des projets qui sont de plus petite échelle que ceux d'architecture, mais on est obligé de bouger, d'aller dans des endroits différents pour avoir suffisamment de projets. Donc le concepteur lumière est quelqu'un qui voyage tout le temps ou régulièrement dans des trains, dans des avions et qui est donc moins souvent à l'agence, je crois, qu'un architecte. Alors ici une photo justement d'atelier participatif parce que donc une des particularités aussi de notre métier, c'est qu'on continue le soir. Donc on travaille, on a des réunions avec des administrations, etc. à 8h ou 9h du matin, mais on continue aussi le soir dans plusieurs dimensions, soit de la participation. Ici c'est un projet en Suisse où on a fait de la participation avec des usagers. De nouveau un café, il faut tenir. Et puis aussi, une particularité, c'est que tout projet est accompagné de tests sur le terrain pour vérifier justement si les propositions qui sont faites sont pertinentes. Et moi, après, puisque je suis arrivée dans ce métier en 95, donc après 30 ans de métier, eh bien, c'est toujours indispensable de faire ces tests. Ça permet de comprendre justement le rapport à la lumière et puis des réglages à la fin du projet. Mais au fond, François, ce métier, il existe depuis quand? Alors, la naissance du métier de concepteur lumière en France est récente. En gros, on va dire il y a 35 ans. Donc, c'est un métier qui n'existait pas réellement puisqu'il était pris en charge par les maîtres d'œuvre dans leur domaine d'activité, l'architecte pour l'habitat ou toute construction, le paysagiste et divers autres maîtres d'œuvre qui avaient besoin de cette qualification. Donc, le métier de concepteur lumière, il existait quand même, il nous vient des États-Unis. Il y a un monsieur qui s'appelait Richard Kelly. Richard Kelly, qui était un architecte à la base et qui, dans son architecture, s'est intéressé en disant, en fin de compte, la lumière est un sujet en soi. Donc, je vais me spécialiser dans ce domaine. Alors, je prends toujours les trois. Il avait donné, il avait une distinction qualitative de 3 types de lumière. Et c'est un peu pour nous la base, c'est le début de l'histoire. Donc ça se trouve dans les années 1950 à New York sur des gros projets où il travaillait sur des tours avec des architectes de renom. Et il disait il y a 3 types de lumière, la lumière d'ambiance diffuse, la lumière qui focalise l'attention sur un point ou un espace et la lumière d'ornementation. Donc ça, c'est, je dirais, le premier héritage. En France, donc il y a les majeurs, on les appelle les dinosaures entre nous, les quelques qui ont basculé dans la conception lumière. Alors ils venaient de différents métiers. Il y en a qui étaient des artistes qui se sont vraiment focalisés sur la lumière. Il y a même des ingénieurs qui sont focalisés sur la lumière, des paysagistes, des architectes, des plasticiens, je l'ai dit. Et des gens du spectacle aussi qui mettaient en lumière il y a Yann Kersalé qui est un monsieur très connu dans notre métier. Il a d'abord éclairé Johnny Hallyday avant d'éclairer la ville. Donc ce métier naît de cette manière-là, c'est-à-dire une focalisation sur un sujet qui prend une part entière de compétences et qui s'applique à d'autres domaines, puisque on le retrouve, on est généralement en équipe avec, je le répète toujours, architecte, paysagiste, designer, scénographe, muséographe. Alors en 1900, là, faut regarder mes notes, en 1995, pardon, on crée une association qui s'appelle l'ACE, l'Association des concepteurs lumière et éclairagistes. C'est le début, il y a ce double terme, concepteur lumière éclairagiste. On a un petit peu de mal c'est des conflits au moment de la création de cette association. Éclairagiste, ça vient sur la partie la plus technique, on dirait. C'est les éclairagistes de spectacle, c'était le terme qui était employé. Pourquoi ce terme de concepteur lumière? C'est la volonté d'impliquer l'idée du projet par le concepteur lumière auprès de son équipe avec qui il travaille. C'est-à-dire, là, on n'est plus des simples exécutants et on n'est plus des techniciens, on est à part entière une force de proposition dans le projet. Donc ce terme concepteur lumière, de concept, résume cette situation.
Alors très rapidement, pour vous rendre compte de ce que veut dire ce métier, ça reste une niche. En France, 86 agences. En Belgique, 5, 17 en Allemagne, 13 en Espagne, 17 en Italie et 22 en Grande-Bretagne. Donc ça reste toujours un métier assez restreint. On se compare des fois aux paysagistes qui ont démarré, eux, il y a à peu près 20 ans avant nous, qui aujourd'hui est un métier qui a pris une grande ampleur. On suit un petit peu le même parcours, mais un peu plus en niche tout de même. Que vous dire d'autre? Bon, aujourd'hui en France, c'est 160 personnes, donc il y a réellement, c'est un métier qui est porteur. On est souvent en recherche de collaborateurs, c'est compliqué, parce qu'il y a un manque de formation aujourd'hui. On est là un peu pour ça aussi. On est à la recherche et on prend beaucoup de gens souvent qui viennent d'autres pays pour constituer nos équipes. Voilà ce que je peux vous dire de ce métier, de son ouverture sur toutes les maîtrises d'œuvre dans lesquelles il peut trouver sa place. Voilà, très rapidement, hein, sur ces images, je dirais un peu comme Isabelle, le téléphone, pas mal, les réunions, beaucoup. Une agence, ça bouge, ça vit, ça remue. Des fois, c'est très calme. Là, vous avez une vue, c'est dans la cave, c'est tous les essais aussi quand on est entre nous. C'est des visites chez les fabricants pour toujours être au courant au courant, c'était pas un jeu de mots, hein, pour connaître toutes les nouveautés qu'inventent les fabricants. Il faut savoir aussi que le métier de concepteur lumière a permis aux fabricants de développer des gammes. C'est-à-dire, au début, quand le métier existait, on était en manque de produits. Donc très souvent, on s'adressait aux gros fabricants de l'époque en disant « mais vous n'avez pas un projecteur comme ci ou comme ça, vous n'avez pas une ligne de lumière ». Donc ils fabriquaient, ils rentraient ça dans leur catalogue, on les a quand même nourris très gentiment. Et ça a permis aussi aux fabricants d'ouvrir leur savoir-faire. Et la dernière photo est amusante, ça c'est les égouts de Paris, on a éclairé les égouts de Paris, donc c'est les premières visites dans des lieux auxquels on n'aurait jamais imaginé qu'un jour on irait se promener dans les égouts de Paris pour éclairer les égouts de Paris. Donc c'est quand même un métier plein de surprises aussi. Ah, mais j'ai encore des vues. Je continue. Ici, cette planche, elle exprime la diversité du début du travail d'un concepteur lumière. On dessine beaucoup. On dessine, on invente, on a beaucoup de liberté. Et le dessin reste une pièce maîtresse dans l'approche de la lumière. Le dessin, c'est le geste. Et le geste lumière est une chose qui nous paraît tout à fait intéressante. Alors, vous avez un petit dessin à plein de couleurs là, ça c'est des choses plus techniques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les dessins se transforment en une réalité. Il faut que ces dessins qui mettent de la lumière sur certains espaces ou certains volumes doivent fonctionner et doivent répondre à certaines exigences. Mais là, on est vraiment aux prémices du dessin. Après, dans notre métier, on est très proche, on suit les architectes, on suit les paysagistes, on a les mêmes phases, donc on se colle et on va poursuivre leur histoire. La deuxième phase, les petits dessins, ils se concrétisent, ils deviennent une réalité. Donc, c'est des coupes lumière pour expliquer. C'est toujours compliqué d'expliquer de la lumière. Vous avez une vue comme celle-ci où vous avez des faisceaux. Un faisceau lumière, à part dans le spectacle, quand il y a de la fumée, dans la réalité, vous ne le voyez jamais. Comment expliquer, comment dialoguer avec un partenaire, un architecte ou un donneur d'ordre, un maître d'ouvrage? Comment lui expliquer la lumière? Comment la représenter, puisqu'elle est immatérielle? Donc on trouve des manières, on trouve une expression qui nous permet de pouvoir communiquer avec nos donneurs d'ordre. Des fois je dis avec nos chefs d'orchestre, parce que les architectes avec qui on travaille, souvent, ou les paysagistes, ont ce rôle un peu quand je dis chef d'orchestre, c'est d'ailleurs de mener l'ensemble de l'équipe. Et puis, c'est ce qu'a montré Isabelle, hein, il y a des essais. Là, on est dans une vitrine en train de faire du réglage, ça peut finir en haut d'une nacelle, faut pas avoir le vertige. C'est varié, on s'amuse beaucoup. Et puis derrière, vous avez des petits textes. Là, c'est moins rigolo, mais c'est à nouveau dans les phases de ce métier de concepteur lumière. On a des documents écrits, des CCTP, des cahiers des clauses particulières, plein de bonnes choses comme ça, des bilans de puissance. Bon, c'est un tout, mais c'est ce qui permet de générer le projet. Et dernière slide sur le métier de concepteur lumière, on est beaucoup à faire de l'enseignement.
Donc là, vous avez deux à gauche. C'est quand j'ai enseigné pendant une saison à l'école pour des masters en architecture à l'école d'architecture de Montpellier. Donc voilà, c'est des dessins d'élèves. Alors c'est assez amusant parce que je vais demander qu'on arrête l'ordinateur et qu'on prenne un crayon en papier et une mine de plomb. C'était bien, c'était une belle expérience. Et à droite, voilà, c'est aussi un travail avec des élèves en Suisse, à Genève, avec des élèves paysagistes de projection d'images de ce petit bonhomme qui est éclairé et qui se projette et qui devient grand. C'est aussi le pouvoir de la lumière. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de sculpture, une sculpture, elle est figée. La lumière, c'est incroyable, elle a un pouvoir phénoménal. C'est-à-dire qu'on peut transformer les choses, on peut agrandir, on peut les rapetisser, on peut les focaliser. C'est tout le pouvoir potentiel. Alors, je vais redonner la parole à Isabelle. On parle beaucoup, j'ai parlé un petit peu justement de taille, d'échelle de projet. Toi, tu travailles beaucoup sur le paysage, donc sur des plutôt grandes échelles souvent. Donc, si tu peux nous montrer un peu. Merci. Effectivement, j'ai réfléchi à sélectionner deux projets. C'est pas facile en 24 ans d'agence et des centaines de projets de trouver les projets qui sont pertinents. Mais j'ai pris des projets qui sont effectivement dans les thèmes qu'on va présenter en fin de conférence, qui vont guider la formation qu'on propose ici. Donc le premier projet, c'est un projet sur le paysage, le grand paysage et la participation. C'est le projet de la trame noire de Genève. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme de trame noire. Dans l'urbanisme nocturne, c'est un terme qui est vraiment très présent depuis plusieurs années et qui consiste à déterminer quels sont les endroits où il faut calmer la lumière quelque part ou carrément l'éteindre pour recréer des corridors écologiques et pour renforcer la biodiversité. C'est vraiment une thématique qui est tout à fait actuelle dans les villes durables de 2025 et qui guide pas mal de nos travaux sur le paysage d'une manière générale. Et sur Genève, ici, c'est un cas particulier qui a mêlé justement ces questions de participation et de paysage et de biodiversité, parce que on se retrouve dans des thématiques où on doit gérer la balance entre le pilier écologique et le pilier social du développement durable. Et en lumière, c'est tout un questionnement de savoir finalement, puisque pour la biodiversité, il ne faudrait plus éclairer, alors que les humains ont besoin de lumière, mais peut-être qu'ils en ont besoin de moins. Et donc, on fait de plus en plus de participation et de tests, justement, pour savoir jusqu'où on peut aller, être à l'écoute des usagers pour savoir ce qu'ils en pensent. Ici, c'est un exemple qui est en cours sur la ville de Genève, où on a choisi 3 lieux types sur lesquels faire ces tests, que ça soit un pont sur la rivière de l'Arve, parce que les rivières sont des corridors écologiques un peu partout, et donc éclairer les ponts comme on le faisait avant, mais c'est plus une bonne chose, mais les éteindre tout à fait, c'est pas une bonne chose non plus. Un parc qui est aussi un lieu typique de conflit quelque part entre le pilier social et le pilier écologique. Et puis le schéma à droite, c'est la petite rade de Genève, c'est-à-dire le centre de Genève, qui est l'endroit où le Rhône arrive, et donc il y a le fameux jet de Genève, et qui est un endroit très touristique et en même temps une grande réserve de biodiversité. Donc la difficulté. Et donc, on peut résoudre, je suis convaincue, et donc c'est aussi la réflexion qui doit être faite dans la transmission de notre métier, c'est que pour aller jusqu'à cette préservation de la biodiversité et la sensibilité des usages aussi genrés, il faut faire de la participation. Et donc, ici, c'est des exemples de participation. On a plein de photos de démarches participatives qu'on fait, mais j'en ai pris certaines pour montrer aussi que on parlait en introduction que la lumière, c'est aussi quelque chose de léger et qui permet aussi de transmettre quelque chose de l'ordre de la joie. Ici, c'est une démarche participative qu'on a fait à Grenoble. Il faisait très froid, comme on voit le monsieur à gauche, et donc on a donné aux usagers l'usage
usage de torches portatives et ils ont composé un paysage sur notre direction. Et ça permet de comprendre aussi ce rapport lumière-matière qui revient justement au métier d'architecte. Quelque chose que moi qui m'intéresse beaucoup, c'est que en fait il y a quelque chose de très physique dans le métier de concepteur lumière parce qu'on a un rapport direct avec la matière. Une autre démarche participative où on a donné, ici c'était en Suisse, où on a donné aux habitants des bougies, on leur a demandé de les disposer comme ils le voulaient pour créer justement quelque part une scénographie. On est occupé à faire le projet sur ce tunnel suite à cette démarche participative, donc ça permet aussi de comprendre l'espace. Et puis de nouveau, mais la magie aussi de la lumière et de l'effet que ça peut produire qui dépasse quelque part les langues et les âges. On peut communiquer par la lumière aussi. Là, on voit des enfants sur cette photo, donc on peut communiquer par la lumière, par ça aussi. Alors là, tu nous as présenté des projets de grande envergure, des plans lumière qui s'inscrivent à l'échelle de la ville, mais vous faites aussi des plus petits projets? Alors oui, on fait des projets de toute taille et notamment qui permettent effectivement de revenir aux bases de la lumière. C'est quoi la lumière et c'est quoi le principe d'une surface qu'il a réfléchi. Et ici, j'ai voulu prendre un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est le projet de la mairie ou la maison communale, comme on dit en Belgique, de Molenbeek, qui est une commune très connue, malheureusement pour des raisons souvent négatives, mais qui néanmoins a un patrimoine et une vie qui est assez enrichissante. Et donc ici, c'est un projet qui me tient aussi à cœur parce qu'en fait, c'est un projet qui a été fait. Alors bien sûr, dans ces communes-là, on a moins de budget et donc on doit faire des projets avec moins de matériel. Mais en fait, après réflexion, même si on avait eu un budget supplémentaire, peut-être qu'on aurait fait dans la même simplicité. Donc ici, cette maison communale est éclairée par, globalement, on voit ici quelques petits détails, et je viens sur le plan, elle est éclairée par une vingtaine de projecteurs. Alors ça vous dit sans doute rien, puisque vous n'êtes pas dans la profession, mais souvent des bâtiments comme ça, on les illumine avec une centaine de projecteurs. Ici, il y en a que 20 avec une consommation, je n'ai plus le chiffre, mais donc qui est vraiment minime et qui permet néanmoins de mettre en valeur ce patrimoine qui est au centre de la commune. Donc ça montre que notre métier est effectivement divers depuis toute la ville de Genève avec ses réflexions sur la trame noire et la préservation de la biodiversité et du paysage, jusqu'à ces projets où on travaille le détail pour justement que ces 20 projecteurs soient au bon endroit dans le détail qui veut vraiment mettre en valeur l'architecture. Alors, mais toi, François, tu as travaillé quand même pas mal sur l'île et donc ça peut servir dans notre formation et nos visites. Tout à fait. Quelle belle transition. Alors là, on va parler en effet de quelques projets que l'on a fait à Lille. Là, vous avez ce qu'on appelle c'est vraiment l'esquisse, ça pourrait être un plan lumière. C'est les premiers pas du projet lumière. Alors les premiers pas, c'est l'aventure, c'est d'abord la compréhension du site. Alors pour en arriver à ce que vous voyez là, il y a eu plein de promenades de nuit, puisqu'on s'intéresse quand même à la nuit, bien entendu. Des promenades de nuit, des compréhensions de l'ensemble du site. On se trouve là entre la gare de Gare l'Europe et la gare Lille-Flandre. Donc dans l'île 3000, c'est le nom de ce quartier. On s'y trouve et on a un quartier qui a un petit peu de mal à vivre. Les gens connaissent ceux qui sortent à l'île Flandre, mais ils vont à l'île Europe, et ceux qui sortent de l'île Europe, ils filent à l'île Flandre. Et ils savent pas trop ce qui se passe réellement entre ces deux espaces, si ce n'est qu'il y a un grand centre commercial qui est extrêmement connu parce que c'est Jean Nouvel qui l'a construit et qu'il est assez étonnant au moment où il a été fait, il était très précurseur. Bon, maintenant, il a quand même pas mal d'années. Et alors, quand je dis que c'est le moment de la liberté, c'est la première approche lumière que l'on a qui va nous permettre de comprendre le site et de
commencer à poser des impacts de lumière, de se dire, mais c'est toutes les questions que l'on a, quels sont les usages, quelle est la temporalité du site, pourquoi... Première question d'ailleurs, quand on prend un projet, c'est pourquoi j'éclaire? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une nécessité? Ou est-ce que, en fin de compte, parce que je dis ça avec un peu d'humour, mais des fois on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est intéressant, il y a des programmes, mais les programmes, ce sont des, comment dire, ça répond à des demandes qui ne sont pas toujours objectivement analysées. Donc on aime bien refaire ce travail et de se reposer les questions, de savoir le pourquoi des choses. Alors ici, il y a, vous voyez ces tours. Quand je vous dis c'est le moment de la liberté, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il y a cinq tours sur Roi-Lille du bâtiment de Jean Nouvel. Amusons-nous, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire? C'est des vrais repères dans le paysage. On en avait fait des capteurs d'étoiles. C'était des énormes entonnoirs à étoiles pour récupérer les étoiles la nuit. Tout le monde a trouvé ça formidable, mais ça ne se fera jamais. C'est ça, c'est comme ça les débuts de projet. Mais néanmoins, pourquoi je le mets? Parce que ça nous permet de voyager. Quand on présente des choses comme ça, même si elles ne se font pas, elles induisent une posture, elles racontent une histoire, et ça nous permet après de pouvoir dérouler d'autres choses. Ici, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on avait donc la rue Willy Brandt, qui était quand même un dos de centre commercial, donc assez difficile. Une rue, d'ailleurs, qui maintenant est en sens unique depuis maintenant 5 ou 6 ans, 7 ans. Et on a ce passage, le viaduc Le Corbusier. Point vraiment intéressant. Donc, je redis, c'est le passage, la transition entre les deux gares, et on se trouve, quand on avance, si je marche et que je passe dans ce sens-là, et je vais vous montrer les photos après, à droite, un paysage qu'on n'a pas représenté parce que j'ai coupé la feuille, mais ici, on a toutes les tours, la tour de Portes-en-Parc qui s'appelle la chaussure, je crois, elle a un surnom que j'ai oublié, la tour de Portes-en-Parc, et les tours derrière, il y a un paysage urbain assez étonnant. Et à gauche, on a un grand parc, le parc de Gilles Clément. Donc on a, quand on est sur ce pont, deux visions de deux mondes totalement différents. Et c'est ce qui nous a intéressés. Alors, dans ces vues ici de gauche, on se trouve sur le viaduc Le Corbusier. Je vous ai dit à droite, voilà la vue que l'on a quand on est sur ce pont. Donc les tours, la lumière, la ville, une urbanité forte qui, en plus, depuis cette vue-là, a un peu évolué. Et de l'autre côté, ce parc. J'ai pris une vue de jour, puisque de nuit, c'est un rectangle noir. Donc, je me suis permis de ne pas vous le montrer la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas être focalisé sur ce viaduc. Qui passe sur le viaduc? Des voitures, des piétons et des vélos. Les voitures, elles ont leur phare. Les piétons, non. Les vélos, parfois. Et ce que l'on s'est dit, c'est que ça pouvait devenir une sorte d'expérience, le passage d'une gare à l'autre de nuit, une expérience de la nuit. Une expérience de la nuit parce que nous n'éclairons que le piéton, la voiture, elle se débrouille avec ses phares, et on a un éclairage qui est situé en partie basse, intégré dans la passerelle. L'éclairage est donc très bas et mon œil passe au-dessus de cet éclairage. Et du coup, j'ai cette vision du parc noir. Cette vision qui fait que je ne suis pas dans la lumière pour regarder le parc, mais qu'on m'a dégagé mon champ visuel de manière à pouvoir me projeter dans ce parc de Gilles Clément. Et donc, on va sur ce que racontait Isabelle, c'est-à-dire c'est l'idée de la biodiversité, c'est le respect, c'est l'idée de préserver des espaces. Et de l'autre côté, donc, je vois la ville. Alors, autant vous dire que ça n'a pas été si simple de convaincre la ville, sur cette histoire-là. Ils ont eu un peu peur, ils nous ont accompagnés, et aujourd'hui, ça fonctionne, puisqu'on reste dans cette situation maintenant depuis plusieurs années. Il n'y a pas eu de retour de besoin de plus de lumière. Un tout petit clin d'œil aussi, là où on a travaillé sur le Mama Shelter. Vous voyez, ce projet, des fois, il faut 3 fois rien. Le cadre ne vient pas de nous, c'est les architectes qui l'ont dessiné, mais on a juste un tour de lumière qui signale le bâtiment.
Et ça suffit pour parler du bâti. Deux vues. Là, je vous ai parlé de l'avenue Willy Brandt, donc qui était vraiment un espace abandonné, on va dire, avec ses grands escaliers de secours. Un escalier de secours à la base, c'est pas très folichon, c'est pas un endroit qui donne envie, et pourtant, cet escalier de secours desservent des passerelles, dont une passerelle, c'est celle-là, la passerelle de milieu, je crois, si je me trompe pas, relie et passe le pont quand on continue, mais donne un lien avec d'autres espaces. On a travaillé assez simplement, uniquement en éclairant ces escaliers, en leur mettant une couleur. Le jeu de la couleur, là, comment dire, il crée l'ambiance du projet, il crée la surprise, et il donne à voir ces escaliers d'une manière différente. On a après ces passerelles sont rééclairées de manière à redégager un petit peu les façades de ce bâtiment, parce qu'il est grand, la rue est pas très large, et c'était réellement très oppressant. Donc, en éclairant les passages ici, on redonne un petit coup de lumière très léger sur les façades, mais ça redonne une perspective. Et d'un coup, l'idée, c'est que ces espaces, ces passerelles, ces passages, appartiennent plus réellement au bâtiment, mais ils appartiennent à la rue, ils appartiennent à l'espace du piéton. C'était vraiment l'idée du projet. C'est-à-dire que ces issues de secours qui sont le côté pas très agréable du bâtiment sont redonnées à l'espace public pour générer des promenades possibles. Et là, le projet, on a fait aussi l'intérieur de la rénovation quand ça a été rénové, avec donc Jean Nouvel, l'architecte. Et ça m'amuse beaucoup parce que l'architecte nous a dit, moi, ce que je voudrais, c'est un ciel étoilé. On dit, ah bah oui, ça va pas être facile, vous avez qu'à mettre une boule à facettes. On dit, oui, mais ça va pas marcher comme ça, la boule à facettes, pour cet espace. Et c'est là où c'est intéressant dans les échelles, c'est-à-dire que le projet est peut-être très grand, mais la réponse, elle est toute petite. C'est un downlight, c'est on va dire un projecteur, et en dessous, on a mis une pampille, comme dans les lustres d'antan, une petite pampille qui fait que ça fait un éclat. Ce que vous voyez dans la vue de gauche, c'est ce petit point-là qui prend la lumière et qui, du coup, disperse des points de lumière sur l'ensemble. Voilà. Donc, l'échelle du projet n'est pas toujours en rapport avec la réponse qu'on peut y porter. Bon, là, c'est l'intérieur du bâtiment, le passage des galeries. Bon, je continue. Dans ce quartier, on a éclairé, c'était le premier bâtiment qu'on a fait, le casino Lucien Barrière, ce grand glaçon. Particularité, c'est un hôtel. C'est un hôtel avec des chambres. Avec des chambres où l'idée, c'est très ouvert, c'est quand je suis dans ma chambre, je vois dehors, je vois le paysage. Donc, quand on a présenté le projet, le maître d'ouvrage, Casino Lucien Barrière, nous dit, c'est très bien votre projet, mais c'est hors de question. Ils vont rien y voir quand ils sont dans leur chambre, les gens. On lui a dit, bah non. Quand vous serez dans votre chambre, vous verrez très très bien dehors, la lumière ne sera pas perçue, vous avez un bâtiment qui va être entièrement mis en lumière, sans aucune perception depuis l'intérieur. Là, c'est notre métier, ça. On est au cœur de ce que l'on revendique dans le savoir-faire de notre métier. C'est à trouver des réponses qui, à la fois, pour un bâtiment comme celui-là, le mettent en valeur, en deviennent un signe. C'est un casino, c'est un hôtel, il voulait avoir une force assez présente sur le site. Et en même temps, il y a une fonction dedans, il y a des usages, et à ces usages, on doit aussi savoir y répondre. Dans la vue de droite, ça c'est le bâtiment de la Caisse d'épargne, chèque. À nouveau, un grand bâtiment emblématique, il est en bout de Willy Brandt, donc il est assez fort, hein, il a une présence aussi au niveau de la ville. Et là, on a à nouveau un système, et ben, c'est un projecteur qui se trouve en haut des lames, c'est en haut de chaque lame, là, vous avez un projecteur. Donc c'est pas la taille du projet qui fait le projet, c'est l'idée que l'on va développer dans ce projet, et puis après ça se reproduit. Et là, je ne sais pas le nombre, mais il y en a beaucoup, les projecteurs. Tout ça est programmé, ça bouge, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de couleur, hein, c'est des couleurs fixes. En l'agence, on n'est pas très couleur. On préfère trouver la bonne couleur. Bon, ça c'est un autre débat sur la LED, l'arrivée de la LED, la couleur qui a envahi l'espace, qui n'a pas toujours de sens, qui n'a pas toujours de raison d'être. Bon. Mais au fond, tu parles de grands projets. C'est vrai que 8-18, vous faites des projets de taille énorme, mais en fait, est-ce qu'on peut transposer ça à l'échelle domestique aussi ?
Alors, merci pour cette question, Isabelle. En effet, c'est ce que je vous disais avant, c'est que souvent, en réalité, un bâtiment de grande taille n'est qu'une succession de petites salles ou de multiplicité d'espaces. Là, j'ai pris des exemples, j'ai été chercher un peu dans nos projets des plafonds. Je me dis, bah oui, un plafond à la base, un plafond c'est plat. Et puis un plafond, bah, ça peut se creuser. Un plafond, ça peut devenir lumineux. Un plafond, ça peut être pour un musée, ça peut être pour un hôtel, ça pourrait être pour un tas de lieux. Un plafond, ça peut être pour un hall d'accueil. Donc, ce que l'on voit là, c'est qu'à chaque fois, on doit trouver une réponse. À nouveau, toujours l'usage auquel on doit répondre. Et on va intervenir avec les architectes. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est dans un musée. Ce que vous voyez ici, c'est grand creux. Les architectes voulaient qu'il y ait de la lumière naturelle. Et nous avons dessiné avec eux, mais on était force de proposition, la dimension des creux, la manière dont les cônes allaient être faits, et la manière dont ça allait s'intégrer dans l'espace. Parce qu'en réalité, au-dessus, il y avait une grande verrière, donc elle était recomposée. Dans un espace comme celui-là, c'est aussi un musée. En réalité, il y a de la lumière naturelle aussi qui rentre et lumière artificielle. Il y avait l'idée de shade qui était développée par les architectes, mais nous avons dessiné le shade. C'est-à-dire c'est nous qui avons dessiné ce profil de manière à ce qu'il fonctionne aussi bien pour la lumière naturelle que pour la lumière artificielle. Donc, à nouveau, ce métier de concepteur lumière, il ne s'arrête pas à poser des appareils, mais il va bien au-delà, c'est-à-dire on est là pour composer l'espace, pour que l'espace puisse accueillir la lumière et que l'on puisse, nous, intervenir sur des propositions, des forces qui vont permettre de faire fonctionner les lieux. Un dernier exemple, après les plafonds, j'ai pris les parois. Pourquoi ces exemples? Parce qu'il faut savoir quand même qu'en règle générale, la lumière, vous regardez un espace comme celui-ci, bah, elle provient du plafond. On installe beaucoup de lumière en plafond. Vous voyez, la lumière en sol, et plus on le trouvait avant dans le paysage, bon, mais ça c'est aussi un sujet à part. Mais le mur peut devenir une force de proposition pour éclairer un espace, pour le mettre en valeur, pour jouer avec l'espace, pour le mettre... Là, ici, c'est aussi un musée. On est dans le musée à Montpellier, où ce sont les peintures de Pierre Soulages. Donc, on a éclairé avec un grand vitrage qui reçoit la lumière naturelle et la lumière artificielle. À nouveau, un échange très complexe avec les architectes pour monter cette structure et cette grande paroi pour qu'elle puisse répondre aussi bien de jour que de nuit. Et le jour était quand même le plus compliqué parce que pas d'ensoleillement direct, enfin bon, il fallait pas qu'il y ait d'ombre qui passe, mais il fallait une lumière très diffuse et relativement constante. Donc tout cela compose des espaces. Et tout cela peut être réfléchi à différentes échelles, petites ou grandes. La formation, nous y voilà. Avec tout ce que l'on vous a raconté maintenant, on va vous parler un petit peu de ce que l'on vous propose pour venir découvrir avec nous ce qu'est la lumière et comment on peut échanger et dialoguer autour d'elle. Voilà, effectivement, c'est le but aussi de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous donner envie et d'expliquer en quoi une formation en lumière ou éclairage est importante. On a fait effectivement pas mal de réunions avec Frédéric et Pablo et François et moi en disant comment on pourrait faire dans une formation continue pour quelque part transmettre, alors donner les clés à différentes professions pour mieux comprendre ce que c'est que ce métier. Pas devenir un concepteur lumière, mais comprendre, savoir lire les plans, savoir comprendre les dynamiques et pouvoir faire peut-être des projets à petite échelle. C'est pour ça aussi que je posais la question de l'éclairage domestique, parce que finalement, le rapport lumière-matière, que ça soit dans des grandes échelles ou des petites échelles, c'est le même. Et donc, c'est un peu le but de cette formation. Et avec tout ce foisonnement que vous venez de découvrir des différents thèmes et des différentes problématiques de cette discipline-là, on a bien travaillé pour sortir ces 3 thèmes. On s'est dit qu'il y avait 3 thèmes qui étaient intéressants, qui seront liés aussi à 3 lieux, parce que on va l'expliquer comment va se composer cette formation.
Donc le premier thème, c'est la question de éclairer la ville et son paysage, la biodiversité, les usages. L'exemple de Genève en est un. Et donc c'est effectivement la ville durable 2025, comment on l'a réfléchi aussi au niveau nocturne. Donc ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est l'espace culturel et la lumière artificielle. Le musée, et donc ça peut effectivement être transposé à des pièces domestiques, mais donc préservation des œuvres et confort visuel. Ça, c'est des thématiques qui seront guidées principalement par François, parce que moi, c'est pas du tout mon domaine, et c'est vraiment une spécificité particulière. Et puis, la question de l'urbanité, la lumière, qui a été aussi présentée dans les projets de Lille, et c'est de comprendre comment faire vivre une ville la nuit dans son obscurité et dans sa lumière, et aussi dans ses temporalités, puisqu'une ville la nuit vit de manière différente. Et donc, en fait, il y aura 3 modules de formation qui seront proposés. Et comment ils seront organisés, on a proposé de faire ça de manière assez légère pour que ça n'impacte pas trop un emploi du temps par ailleurs. C'est-à-dire que les formations se dérouleront d'abord dans un jeudi après-midi, si on est dans les espaces intérieurs, parce que les visites dans les musées ne peuvent pas se faire de nuit. On ne va pas les faire ouvrir pour nous, à moins que, on ne sait jamais. Et pour les thèmes le thème 1 et 3, c'est des visites nocturnes. Donc, on va essayer de faire ces formations dans la temporalité des changements d'heure, c'est-à-dire entre fin octobre et fin mars, pour pas faire ces visites trop tard. Donc, premier jour, c'est la découverte sur le terrain de réalisations et qui peuvent familiariser justement à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et puis le lendemain, c'est un travail plus en atelier au travers de petits projets. Et je vais passer la parole à François pour qu'il explique un petit peu mieux ce qu'on propose de faire. Oui, enfin, t'as dit beaucoup hein, déjà. Donc oui, les visites extérieures, par exemple, c'est se promener, déambuler avec des explications, déambuler pour essayer de regarder ce que souvent l'on ne voit pas. Alors nous, évidemment, on a cette déformation de toujours regarder plutôt les lumières que les points, plutôt que plutôt que la ville d'une manière générale. Mais c'est un apprentissage de comprendre et d'observer la ville, de comprendre le pourquoi des choses, de voir d'essayer de se mettre dans la peau de celui qui a inventé cette lumière nocturne. De pouvoir l'analyser. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que tous les projets ne sont pas faits par des concepteurs lumière. Il y a des projets qui sont faits par les villes, il y a des projets qui sont faits par des bureaux d'études. On a, nous, la spécificité, en effet, d'avoir une réflexion qui n'est pas qu'une réflexion technique, mais qui est bien une réflexion plastique du concept. Donc, c'est avec vous, c'est déchiffrer ce qui se passe sur un terrain en comprenant les usages. Ça vaut pour l'extérieur. On a prévu aussi pour les espaces intérieurs, comme là, c'est le Musée des Beaux-Arts de Lille, qui a une grande richesse d'architectures différentes de salles. Et à nouveau, c'est observer la lumière, en sachant qu'un musée bien éclairé, c'est celui dont on ne se pose pas la question de la lumière. Donc, c'est un travail d'apprentissage, de regarder autrement et de se focaliser sur ce que normalement on ne devrait pas voir. Surtout vraiment pour le musée. Alors, je dis toujours, nous, la meilleure compliment qu'on peut nous faire sur un musée, c'est quand on nous dit mais il y a eu un concepteur lumière, parce que les gens ne se sont pas aperçus qu'il y avait un éclairage qui accompagnait les œuvres. Ça, c'est quand on a bien fait le travail. On nous oublie. Donc, ça serait des promenades de quelques heures avec une observation des principes d'éclairage qui ont été mis en œuvre pour répondre là, dans un musée, il y a plein de questionnements différents. Il y a des espaces de sculpture. Une sculpture ne s'éclaire pas comme un tableau. Un tableau, selon s'il est du 16e et que c'est une huile et que ça brille,
eh ben, il y a des principes de mise en lumière. Si c'est une peinture comme Pierre Soulages, c'est pas du tout la même chose pour l'éclairer. Il faut au contraire générer du reflet. Si c'est un dessin qui est très fragile, eh ben, il faudra y répondre avec très peu de lumière. On exprime ça en luxe. Avec très peu de luxe pour préserver l'œuvre. Voilà. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes à observer dans une visite de musée et qui donnent des clés de base de compréhension. Parce que parfois, on l'entend, on nous dit, mais c'est pas éclairé, c'est pas assez éclairé ce musée. Bah oui, c'est pas assez éclairé parce que on est dans des œuvres extrêmement fragiles et qu'on ne peut pas mettre plus de lumière. Donc tout ça souvent permet de comprendre le parcours d'un musée. Et je vais redonner la parole à Isabelle. Alors donc le jeudi, c'est la découverte et on l'a réfléchi comme ça aussi. C'est intéressant parce qu'on s'est posé la question dans quel sens on allait faire cette mise en bouche de ce métier, c'est-à-dire est-ce qu'on faisait la théorie, un projet et puis qu'on allait voir des exemples, et on a préféré faire l'inverse. Donc c'est plutôt une sorte de découverte un peu vierge, même si sur le terrain on fera une introduction de quelques notions, mais donc c'est riche de ça que le lendemain on se retrouvera en atelier pour faire quelques bases théoriques, mais le but n'est pas de faire une journée ex cathedra, loin s'en faut. Le but c'est de faire un petit projet ce jour-là sur les 3 thématiques qui ont été évoquées en introduction, et surtout de tester et de manipuler. Donc c'est ce qui nous importe le plus, c'est justement de faire passer ça et de faire passer la manière dont notre métier est conçu et la manière dont on arrive à des résultats. Et donc le but de cette journée-là, c'est au bout de cette journée-là, c'est d'avoir ce mini projet, puisqu'évidemment en une journée, c'est plutôt une sorte de workshop, mais l'idée c'est d'avoir ce petit projet qui permet de comprendre justement ces particularités et de tester. Ici, on a des exemples de tests qui ont été faits dans l'agence avec François, et que je laisserai commenter aussi cette dernière dia parce qu'il y a une photo bizarre au milieu. C'est des petits clins d'œil. Non, on s'amuse, hein, voilà, des tests de couleurs, des essais. C'est des fois, c'est de la manipulation. Hein. Je pensais tout à l'heure, on intervient sur des grands volumes avec souvent des toutes petites choses. Un architecte travaille sur des grands volumes dans des grandes dimensions. Nous, on travaille dans ces grands volumes, mais avec des tout petits appareils, souvent, avec des petits impacts qui eux, vont permettre de créer le volume, créer l'espace. Donc voilà, là, il y a quelques images, des essais de filtres de lumière. C'était pour une tour à Shanghai, je crois. Ça. Donc, quand vous voyez ça va finir sur 3 tours à Shanghai qui font 250 mètres de haut. Je raconte toujours dans la tour Eiffel, Pierre Bidot, qui est un concepteur lumière qui nous a quittés maintenant. Pierre Bidot, c'est celui qui a éclairé la tour Eiffel. Et il a, à un moment donné, il a fait ce clignotement de la tour Eiffel qui est tellement connu, qui a fait le tour du monde, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé dans notre métier. Ça a été à un moment donné d'une lisibilité de ce que pouvait être un concepteur lumière. Pierre Bidot, quand on dit l'image du garage, c'est réellement ça. Il l'a vraiment fait dans son garage. Parce que il a essayé, il a trouvé un truc qui clignotait, il l'a mis au point, il en avait 2, puis après il en a fait 5 pour essayer, et puis ça a fini sur la tour Eiffel et ça a fait le tour du monde. Donc c'est toujours amusant ces échelles. Et alors, oui, on fait des essais, et alors ça c'est une petite photo clin d'œil, hein, des fois on n'en peut plus, quoi. Donc il y en a marre, c'est la fin de la journée, on avait déjà passé une nuit de réglage, et là on est en train de voir un prototype d'un grand mât. Et voilà, l'équipe, des fois, elle a besoin de repos. Je crois que on terminait par ça. Et donc, merci de votre attention. Et j'espère qu'il y aura des questions ou des remarques. Voilà, merci.